Est-ce que la planète peut survivre sans abeilles? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est l'humain qui va avoir beaucoup de mal à survivre sans les abeilles et les pollinisateurs. Par contre, je pense que la planète, elle va survivre, mais sans les humains. Pour moi, la biodiversité, c'est le plus important qu'il faut soigner, protéger, garder. Moi, je suis sur le grand âge déjà maintenant, et ça fait un bout de temps que je côtoie la nature. Et pour moi, la biodiversité, elle est en train d'être complètement chamboulée. Les oiseaux dans les forêts, on les voit pratiquement plus. Les mésanges disparaissent, tout comme les vieux vergers. Donc tout ça, c'est important à sauvegarder. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Et les scientifiques qui, il y a 60, 70 ans, disaient « si on continue, voilà ce qui va arriver », eh ben, c'est exactement ce qui arrive. On voit tout autour de nous, sur toute la planète, les changements qui arrivent. Moi, j'ai vraiment l'espoir que le monde agricole va se réveiller et va se rendre compte que voilà, on doit maintenant réagir, prendre la mesure de notre impact et agir en conséquence, respecter les sols, respecter le vivant qui nous entoure, qui fait partie de notre outil de production. On est au milieu d'une nature qui, des fois nous embête, mais bien souvent nous aide. Mon père m'a transmis l'amour de la forêt et des animaux sauvages. Alors mon métier, il est lié à ça. Je dessine, je grave, je peins les animaux sauvages que je vais observer dans la nature. Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études. J'ai eu les yeux un peu grands ouverts depuis tout petit sur la beauté de la nature, la beauté des animaux, la beauté des arbres, des pierres, de l'eau, etc. Pendant des milliards d'années, la vie sur la Terre, elle a fait ce qu'elle a voulu. Et c'est une histoire extraordinaire qui a créé des milliards de plantes, d'insectes, de bêtes, qui a vécu des choses cataclysmiques, qui s'en est toujours sorti. Et puis l'homme est arrivé. Alors bien sûr, on peut parler avec raison du retour du loup, du lynx, etc., du gypaète, des vautours, c'est des choses extraordinaires. Mais parallèlement à ça, il y a plein de petites espèces qui disparaissent les unes après les autres dans un silence absolu. Ici, autour de la maison, Dieu sait s'il y a des arbres et tout. Avec Sylvie, quand tout d'un coup on voit un bourdon, oh, il y a un bourdon. Avant, il y avait partout des bourdons. Et quand il y a un bourdon, on saute en l'air, on est content qu'il y ait un bourdon. Toutes ces petites bêtes sous la terre, dans l'air, dans les arbres, elles disparaissent, même les grenouilles, les salamandres, certains poissons et tout ça. Il y a une disparition complètement silencieuse de milliers d'espèces. Il y avait à Gruyère ce qu'ils appelaient la fête Dieu, et à l'âge de 8-10 ans, on allait les écoles de Gruyère chercher des fleurs dans la campagne. On n'avait pas besoin d'aller dans les champs, il suffisait de suivre les chemins. On remplissait des corbeilles, des hottes de fleurs, de milliers, de milliards de fleurs. Mais il y avait des tapis de boutons de fleurs partout. On lançait les fleurs. Enfin, c'était quelque chose de fou. Et les insectes, forcément, il y avait des milliards d'insectes partout, partout, partout. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a diminué de 40-50%. Ça a diminué de 80% à 90%. Ça, c'est une immense tragédie et on ne se rend pas compte. Je travaille ici à Rage-de-Vert comme maraîcher. De formation, je suis agriculteur bio, mais maintenant, ça fait 8 ans dans les légumes et que j'y mets tout mon temps et pas mal de passion. Donc le maraîchage, c'est donc la partie de l'agriculture qui s'occupe de cultiver des légumes. Ça peut inclure quelques fruits comme les fraises par exemple. C'est tout ce qui est les travaux, préparation du sol, plantation, ensuite le désherbage, le suivi de tout ce qui peut intervenir dans une culture, donc les maladies, les ravageurs, pour finir par les récoltes. On a vraiment une grande diversité maintenant de légumes, je pense qu'on peut cultiver. On doit d'ailleurs commencer à réfléchir un petit peu plus maintenant avec les évolutions du climat, un petit peu à quand est-ce qu'on va commencer à planter les choses. On voit que maintenant aussi il y a des nouveaux ravageurs qui nous compliquent la donne. Les pyrales, tout ça dans les choux, c'est vraiment un problème. Et puis dans les catastrophes qui nous arrivent dessus, on a les scarabées asiatiques là, qui nous font des gros dégâts, qui nous font peur. Les chiffres qui maintenant nous montrent la chute, la diminution des populations d'insectes sont vraiment affolants. Alors on a besoin des pollinisateurs dans les champs parce que la plupart de ce qu'on mange, en fait, ce qu'on appelle légumes, en fait est un fruit. Une tomate en soi, c'est un fruit, c'est le produit d'une fleur qui a été pollinisée par un insecte à un moment donné, qui après dans son développement va créer le fruit avec les graines à l'intérieur et le but de la plante au final c'est de refaire une nouvelle génération.
Un chou, finalement, on mange le stade végétatif avant qu'il parte en fleurs. C'est une plante bisannuelle, donc qui va la première année pousser, faire le chou. Dans la deuxième partie de sa vie, après un hiver, va partir en fleurs. Ces fleurs-là vont être pollinisées, récupérées et semées par la suite. Mais nous, on intervient plutôt à ce moment-là. Donc finalement, on a toujours besoin d'un pollinisateur. Dans les légumes qui sont produits suite à une pollinisation, on a par exemple les courgettes, les courges, les poivrons. Vraiment une diversité assez importante, les aubergines actuellement en été. Et pour ça, on a besoin de cette pollinisation. Pour beaucoup de gens, la campagne, c'est la nature. C'est pas du tout ça, la nature. Un champ de maïs, un champ de blé, c'est pas de la biodiversité. Un champ d'herbe toute verte du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas de la biodiversité, c'est des déserts. Le paysage rural s'appauvrit de plus en plus, les haies disparaissent. La politique agricole nous a poussé à faire des prairies extensives, mais qui sont souvent reléguées au pourtour des forêts, loin des zones de culture en fait. Et on crée une diversité de milieux, mais juste dans des endroits très spécifiques. Et en fait, on distancie les cultures qui auraient des fois besoin d'avoir un réservoir d'auxiliaires, donc d'insectes utiles dans les cultures. Nous ici, on a la chance d'avoir une prairie qui entoure tout notre champ et puis de semer finalement pas mal de fleurs et d'avoir une grande diversité, d'à savoir que voilà, on n'a que des petites parcelles, donc finalement les insectes bougent facilement d'une parcelle à l'autre. On voit aussi qu'on a aussi des plus gros animaux qui viennent ici. On observe souvent des hérissons qui sont assez menacés quand même. L'hermine qui est très utile parce que c'est un des seuls petits mammifères qui va chasser les campagnols qui eux, ma foi, sont de la biodiversité des champs mais qu'on souhaite garder à un niveau relativement contrôlé parce qu'un campagnol fait beaucoup de dégâts en hiver. Et cette année, on a eu un renard qui s'est installé au bord du terrain. On a pu voir quand même qu'on a très peu de dégâts de campagnols cette année. Je suis conscient qu'on n'est pas la structure la plus représentative du maraîchage d'agriculture suisse. On est une toute petite structure, mais malheureusement, on voit ce qui se passe dans la campagne autour de chez nous et on voit que oui, que les insectes manquent. Les voisins qui, eux, font des grandes cultures de fraises sont obligés quand même d'apporter des pollinisateurs externes par des petits ruchers où ils ont des colonies de bourdons qui viennent, généralement ça vient de Hollande. C'est vrai que c'est un petit peu triste de se rendre compte que la nature qui est autour de nous pourrait nous aider, pourrait rendre pas mal de services. La nature, elle a fait des choses extraordinaires, avec des feintes, avec des combines entre les insectes et puis les fleurs, pour que les fleurs se reproduisent et les insectes aussi. Et puis après, il y a les oiseaux qui mangent les insectes, qui mangent les fleurs. Il y a toutes les autres bêtes, les petits rongeurs. Tout ça, ça tient, tout ça, c'est rond, ça tient dans la même boule. Ça a été fait pour vivre ensemble, ça a été fait pour qu'il y ait toute cette incroyable diversité d'espèces et de bêtes. Prenons l'exemple du ver de terre. Il diminue, scientifiquement c'est prouvé, il diminue. Admettons qu'il disparaisse, c'est juste terrible. Le ver de terre, il est essentiel pour la survie de la terre, où il y a les plantes qui poussent, et puis à la survie de milliers d'autres espèces autour de lui. Cette interdépendance qu'il y a, ça va du sanglier au renard, au blaireau, et puis à toutes les petites bêtes, à toutes les petites plantes, à tous les champignons, à tout ça. Si on ne maintient pas cette diversité, c'est la fin. On a aussi une pression de plus en plus grande sur les populations d'insectes, des pesticides, des insecticides qui sont quand même, comme le nom l'indique, des destructeurs d'insectes. On ne sait pas toujours exactement quel impact on a sur chacune des populations. On cherche à protéger une culture d'un ravageur, mais en fait, en enlevant des fois la totalité d'un ravageur, on va aussi créer un déséquilibre et on va peut-être aussi avoir une fois une augmentation d'une autre population d'insectes qui, à son tour, peut-être deviendra nuisible pour nous. Moi, j'ai la ferme conviction que quand on intervient aussi fortement sur une culture, en détruisant la totalité d'un insecte ou d'une population d'insectes, on crée un déséquilibre trop grand et laisser place vide à peut-être d'autres choses qui ne seront pas non plus souhaitables. Typiquement l'exemple la coccinelle, qui est bien sûr un insecte utile mais qui est vraiment de loin pas le seul. Si on tue tous les pucerons, en fait on n'a plus de coccinelle. Et finalement, le jour où on aura peut-être une attaque qui sera peut-être très minime d'une petite vague de pucerons, si les coccinelles ne sont pas déjà présentes, si elles n'ont pas déjà pu pondre et puis on a déjà une population dans un bassin donné, on sait qu'on devra forcément par nous-mêmes intervenir par la suite. Les services que rendent tous ces insectes en pollinisant nos cultures sont absolument essentiels. Ce n'est pas imaginable d'un point de vue autant économique du travail en lui-même. Nous, on ne peut pas faire toutes les tâches côté énumérées au début de culture. En plus, si on devait prendre des pinceaux et commencer à polliniser à la main, il y a des pays ou des régions du monde qui ont fait des mauvaises gestions de leurs espaces naturels et qui ont dû commencer à le faire, mais c'est un travail de titan. Alors que c'est un service qui est rendu gratuitement par la nature et qui le fait très bien en fait. Nous, j'ai l'impression qu'on n'arriverait jamais à le faire
faire avec autant d'attention et de minutie que tous ces insectes qui le font à notre place. Maintenant, on commence à nous parler de pollinisation par des drones, par des robots. Enfin, c'est une aberration, c'est pas une solution. On doit vraiment maintenant prendre la mesure du danger qui règne sur nos insectes et agir en conséquence pour permettre les garder par ici, quoi, et qui continuent à nous rendre ces services écosystémiques qui nous sont vitaux. Les arboriculteurs, pour avoir des belles pommes, parce que l'acheteur maintenant, il veut ce qui est beau, ce qui est la même grandeur. Savez-vous combien on traite de fois des pommiers pour avoir la golden, par exemple? C'est jusqu'à 25 fois. Pendant qu'il y a les abeilles sur les fleurs. Arrêtons de tout traiter. C'est là qu'on tue la flore, déjà. Et en plus, on va empoisonner les lièvres. Eux, ils sortent le soir pour manger de l'herbe. Ils sont touchés. Ils vont disparaître complètement si on continue à traiter. Et au-delà des pesticides, on a aussi les choix de mécanisation tels que le conditionneur. Donc c'est une machine qui permet d'accélérer le séchage des prairies qu'on a fauchées pour du foin ou de l'ensilage. On peut tuer jusqu'à 100% des insectes présents dans la masse de l'herbe. On a une politique agricole, en tout cas ici en plaine, où le 15 juin, tout à coup, il n'y a plus aucune prairie et tout à coup, on fauche tout et il n'y a plus de milieu. Finalement, c'est tout un écosystème qui petit à petit s'appauvrit et finalement finit par être silencieux aussi. En 2018, je me questionnais passablement sur le réchauffement climatique et j'entendais de plus en plus que la biodiversité était en chute et que l'apiculture rencontrait des difficultés. C'est pourquoi j'ai eu envie de me former à l'apiculture et voir comment je pouvais, à mon échelle, contribuer à faire que quelque chose de bien se passe. Et assez rapidement, en fait, j'ai réalisé qu'en Suisse, on pratique une apiculture plutôt dite conventionnelle. Cette apiculture, elle permet surtout le rendement et la production de miel. C'est là que j'ai dû assez vite me positionner pour continuer à pratiquer, mais avec un aspect beaucoup plus ouvert sur l'environnement, sur le bien-être des abeilles et par conséquent une moins grande production de miel. L'abeille Apis mellifera, c'est l'abeille qu'on côtoie le plus, mais ce qui est très important de tenir compte, c'est aussi de tous les autres. Les abeilles sauvages qui jouent un rôle très important dans la pollinisation. D'ailleurs, les abeilles sauvages, pour elles, c'est aussi d'autant plus difficile maintenant avec la chute de la biodiversité de trouver des habitats. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus les hôtels à insectes qui se mettent en place. On a aussi les papillons qui sont des pollinisateurs, qui ont besoin de fleurs, qui ont besoin aussi d'endroits pour pouvoir évoluer. À titre individuel, ce qu'on peut faire pour encourager la biodiversité, si vous avez la chance d'avoir un petit terrain ou une petite surface autour de chez vous, de vraiment essayer de pratiquer la tonte différenciée afin de laisser des zones avec des herbes plus hautes. Si vous le pouvez aussi planter un grand nombre de fleurs du printemps à l'automne pour que justement il y ait beaucoup de ressources pour les pollinisateurs mais aussi pour les papillons. Il y a de plus en plus maintenant de graines qui sont proposées, magnifiques variétés de fleurs mellifères que vous pouvez commander et puis planter chez vous. Donc n'hésitez pas à planter le plus de choses possible autour de chez vous et d'en parler à vos voisins. Si on laisse des fleurs, on obtiendra de nouveau la venue des papillons, des insectes, et c'est ça qui va recréer la biodiversité. Si je compte à l'année, dans mon jardin, il y a 90 espèces de fleurs différentes. Lorsqu'on construit des routes maintenant, on utilise des grosses machines, on fait beaucoup de bétonnage, de goudronnage, mais pour compenser une compensation écologique, va-t-on dire, on recrée des petites gouilles à côté, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on a vraiment besoin d'apicultrices et d'apiculteurs qui ont une sensibilité environnementale très développée et qui ont envie de pratiquer une apiculture respectueuse, qui ont envie de le faire pour les abeilles et en faveur de la biodiversité et non pas pour le profit. Je vous encourage aussi vivement à voter oui le 22 septembre prochain, oui à l'initiative en faveur de la biodiversité parce que c'est vital aujourd'hui. Et on doit se mobiliser en faveur de la nature, en faveur du vivant. Je pense que le vote, il est aussi tous les jours dans tout ce qu'on achète. Chaque produit agricole qu'on met dans notre panier, que ce soit à la Coop, à la Migros, mais aussi chez des producteurs locaux, et je le souhaite le maximum possible, c'est un vote aussi. Quand on achète un produit, on achète tout le mode de production qu'il y a derrière. On peut choisir le respect de la nature, le respect des animaux et le respect des êtres humains. Je pense vraiment qu'en tant que consommateur, on doit vraiment choisir et chaque achat est un vote.